Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire organisé par Agrotransfert Ressources et Territoires, intitulé Gérer l'azote et la matière organique du sol en agriculture de conservation des sols, des idées préconçues aux pratiques innovantes. Je m'appelle Tanguy Dervaux, je travaille sur le projet agriculture de conservation C'est bon à savoir. Donc, c'est un projet qui est porté par le domaine fertilité des sols d'Agrotransfert. Et donc, je vais co-présenter ce webinaire avec Annie Duparc et Vincent Tomis. Donc, Annie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Annie Duparc, je suis responsable du domaine gestion de la fertilité des sols à Agrotransfert. Et on travaille sur des sujets de gestion des matières organiques, gestion de la fertilité physique des sols, et puis depuis quelques années déjà sur l'agriculture de conservation dans ce domaine. Donc bonjour à tous, Vincent Tomis. Moi je suis chargé de projet Agrotransfert sur la fertilité des sols, la gestion de l'état structurel des sols et puis gestion des cycles carbone-azote en ACS. Donc aujourd'hui, on va vous parler du projet agriculture de conservation C'est bon à savoir, de ses résultats, de ses principales sorties. Donc nous avons aussi Florian Lavigne et Karine Xeriba qui sont en appui pour l'organisation de ce webinaire pour répondre à vos questions ou en cas de dysfonctionnement. Le projet C'est bon à savoir est un projet qui a été financé par la Fondation Crédit Agricole Brique Picardie, également par la région Hauts-de-France, et il a été mené en partenariat avec la Chambre d'agriculture de la Somme, la Chambre d'agriculture régionale Île-de-France, la PAD Picardie et l'association Sol Agronomie Innovation. Donc, au programme de ce webinaire, je vais commencer dans un premier temps par vous présenter le projet ACS C'est bon à savoir, en passant par le contexte, les objectifs, les méthodes mobilisées. Et puis, on finira aussi par les sorties du projet. Dans une deuxième partie du webinaire, nous animerons donc avec Vincent et Annie 3 idées préconçues relevées dans le cadre de ce travail, de ce projet. Ensuite, en troisième partie, nous pourrons vous faire découvrir la mallette d'animation du projet, où l'ensemble des résultats sont réunis en ligne de manière accessible. On pourra diffuser le lien de la mallette au cours de ces webinaires. Et donc, nous finirons par un temps d'échange. Donc, Agrotransfert, c'est une association qui est située à Étrémons, dans le département de la Somme, qui développe des innovations au service de l'agriculture régionale. Donc, cette association a été créée au début des années 90 à l'initiative de l'INRA et des chambres d'agriculture de Picardie. Et nous travaillons à l'interface entre la recherche agronomique d'un côté, le développement agricole de l'autre, et puis nous travaillons aussi directement avec des agriculteurs considérés comme innovants. Et donc voilà, nous travaillons sur différents sujets, tels que la fertilité des sols, comme on a pu vous le dire précédemment, la bioéconomie, l'agriculture bas carbone, les systèmes bas intrants et bas impact, et aussi sur l'adaptation au dérèglement climatique. Voilà les différents sujets que l'on peut aborder chez Agrotransfert. Donc on va commencer directement par la présentation du projet agriculture de conservation C'est bon à savoir. Donc c'est un projet qui a débuté en octobre 2023 et qui s'est arrêté fin juin 2025. Donc ce projet est basé sur de la valorisation de connaissances, il n'y a pas de suivi d'expérimentation directement. Donc il a été conçu dans l'objectif d'éclairer les agriculteurs et les conseillers qui font face à un foisonnement d'informations plus ou moins bien fondées sur les techniques applicables en transition vers l'agriculture de conservation ou vers l'agriculture de régénération, puisqu'un agriculteur qui veut mettre en place des pratiques alternatives aujourd'hui, il va pouvoir se poser différentes questions. Par où commencer, quel est l'intérêt de telle ou telle pratique. Et donc pour cela, il va pouvoir se renseigner auprès de nombreux interlocuteurs, donc que ce soit son technicien de coopérative, son conseiller de chambre d'agriculture, un conseiller privé. On va pouvoir aussi échanger entre agriculteurs ou en consultant des vidéos sur YouTube, par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu disponible sur cette plateforme. Et donc, pour apporter des éléments de réponse aux agriculteurs et aux conseillers,
Le projet donc, consiste à réaliser ce que l'on peut appeler une traque aux idées préconçues sur 3 sujets, la gestion de l'azote, le stockage de carbone et l'activité biologique du sol, et de réaliser aussi une traque aux pratiques innovantes sur le sujet stocker du carbone tout en limitant les apports d'azote minéraux. La deuxième action du projet, elle porte sur la diffusion des connaissances opérationnelles acquises dans le cadre du projet pour sensibiliser donc, les agriculteurs et les conseillers sur ces sujets. Donc ça passe notamment par la création de supports de sensibilisation interactifs disponibles sur Internet, en ligne, et par l'organisation d'événements de diffusion. Donc, pour rentrer dans la partie, on va dire, matériel et méthode, hein, donc dans l'objectif d'identifier un panel d'idées préconçues, donc j'ai pu réaliser des enquêtes auprès d'agriculteurs mettant en place des pratiques qui tendent vers l'agriculture de conservation ou qui s'y intéressent, et également auprès de conseillers. J'ai également pu consulter différents supports, tels que des articles de vulgarisation, des vidéos sur YouTube, même des publications sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges, de communication qui se fait sur les réseaux sociaux. Il y a des communautés qui échangent beaucoup en ligne. Donc, ça nous paraissait important de pouvoir aller chercher ce genre d'idées préconçues sur différents canaux. Et donc, derrière l'idée préconçue, je mets par exemple donc, des sujets controversés, des réflexions basées sur du bon sens mais non vérifiées. Donc, en fait, c'est ce que l'on croit savoir. Et donc, les idées préconçues que l'on présentera après peuvent être aussi bien vraies que fausses. Voilà. Et donc, ensuite, dans l'objectif d'apporter des éléments de réponse aux idées préconçues relevées, j'ai pu réaliser une phase de recherche bibliographique voilà, pour apporter des éléments de réponse en fonction de ce qui était disponible sur ces sujets. Donc, concrètement, nous avons traité 9 idées préconçues sur le stockage de carbone. Nous en avons traité 10 sur la gestion de l'azote et 5 sur l'activité biologique des sols. Là, ici, j'ai remis des petits exemples en dessous de chaque sujet pour que ce soit un peu plus concret pour vous comprendre un peu mieux les sujets traités. Donc, par exemple, pour la première, il est possible de comparer les stocks de matière organique du sol entre systèmes conventionnels et ACS avec des prélèvements à la même profondeur. Voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous pourrez avoir la réponse ensuite sur le génie ami diffusé juste après. Lorsqu'une légumineuse est associée à un colza, elle lui fournit de l'azote en végétation. Voilà, c'est pareil, c'est le contenu qu'on a pu rencontrer. Et enfin, le labour n'affecte pas beaucoup les endogés, mais impacte fortement les anéciques. Voilà pour la présentation donc, sur les idées préconçues. On va maintenant passer à la présentation de la traque aux pratiques innovantes, qui porte, donc, pour rappel, sur le sujet stocker du carbone tout en limitant les apports d'azote minéraux. Donc, dans l'objectif de repérer, pré-identifier des pratiques qui peuvent être mises en place, j'ai pu réaliser des enquêtes auprès d'agriculteurs, pas d'agriculteurs, mais essentiellement de conseillers agricoles, donc conseillers des structures partenaires du projet, pour voilà, justement savoir si au sein de leur réseau, il y aurait des agriculteurs, un ou plusieurs, qui mettraient des pratiques innovantes en place sur leurs exploitations, donc qui correspondraient au sujet ici de la traque. J'ai également pu consulter différentes plateformes donnant accès à des retours d'expérience d'agriculteurs, comme Rexagri pour une agriculture du vivant, et aussi la plateforme YouTube. Donc après avoir identifié une liste de pratiques innovantes sur ce sujet, nous avons pu donc rechercher des contacts d'agriculteurs mobilisant ces pratiques pré-identifiées via les réseaux des structures partenaires, et donc j'ai pu réaliser des entretiens directement avec ces agriculteurs pour caractériser plus finement les pratiques identifiées. Donc nous avons pu synthétiser ces retours d'expérience dans des fiches pratiques innovantes qui rassemblent par exemple
en quoi consiste la technique, quels sont ses intérêts agronomiques, est-ce qu'il y a des coûts particuliers à prendre en compte, quels sont les points de vigilance à avoir, quels sont ses atouts, ses limites. Et donc, les 3 pratiques innovantes qui ont pu être creusées dans le cadre du projet sont la mise en place de couverts relais en période d'interculture longue, le pâturage des couverts par les ovins et la fertilisation organique pour couvrir les besoins en phosphore et potassium. Voilà, donc le contenu sur ces idées, enfin sur ces pratiques innovantes, vous pourrez le retrouver juste après dans le Geniali. Ces fiches seront disponibles dans la consultation. Ensuite, donc, l'ensemble des résultats dans le cadre, qui viennent de ce projet, donc, sont réunis sur un support interactif qui sera là, bientôt disponible en ligne. C'est la mallette du projet C'est bon à savoir. Donc, au-delà du contenu disponible sur les idées préconçues et les pratiques innovantes que je viens de vous présenter, vous pourrez retrouver donc dans cette mallette, par exemple, derrière l'onglet Autres ressources, derrière la rubrique Autres ressources, des outils et supports qui abordent la gestion des couverts végétaux, les diagnostics sur la structure des sols, le stockage de carbone via Simeo-CMG. En fait, ce sont des ressources qui me paraissent importantes si on s'intéresse à la mise en place de pratiques qui tendent vers l'agriculture de conservation, l'agriculture de régénération. Ensuite, donc, au-delà de la valorisation donc, de ces résultats par l'outil interactif disponible en ligne, il est également possible d'organiser des ateliers de sensibilisation auprès d'agriculteurs et de conseillers agricoles. Donc, nous pouvons soit intervenir pour conduire des ateliers auprès de groupes d'agriculteurs déjà formés, soit aussi former des conseillers pour prendre en main les ressources produites et pour ensuite pouvoir organiser, animer ce type d'atelier. Donc voilà, donc les différentes informations à ce sujet se trouvent derrière la rubrique Atelier de sensibilisation et formation de la mallette. Donc en effet, on démarre cette série de 3 idées préconçues que vous retrouvez ensuite dans la mallette C'est bon à savoir. Et cette mallette, il y a une question qui est passée, elle sera disponible à l'issue du webinaire, même pendant le webinaire, on va le découvrir ensemble tout à l'heure avec Tanguy. Alors tout de suite, première idée, dans la rubrique stockage de carbone, on pourrait même discuter de ce titre-là, et on va en discuter tout de suite. L'ACS permet d'augmenter le taux de matière organique du sol. Est-ce que pour vous, c'est vrai ou est-ce que c'est plutôt faux? Alors déjà, on va réfléchir sur cette affirmation. Qu'est-ce qu'elle comprend comme terme? Déjà, l'ACS permet d'augmenter le taux de matière organique du sol. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'ACS? L'ACS, ce n'est pas une entité, un bloc en soi, ça a une définition qui a été donnée puis rappelée par la FAO. Là, c'est celle qui a été rappelée en 2023 par la FAO. Ça repose sur 3 piliers. Premièrement, sur un principe de perturbation mécanique minimale du sol par le travail du sol. Sur le pilier de couverture organique permanente du sol, que ce soit par des résidus ou par des plantes, par des couverts ou par des cultures. Maximiser cette couverture du sol pour protéger le sol et le rendre vivant aussi, le maintenir vivant. Et puis sur la diversification des espèces, qui là rend d'autres services que strictement la question de gestion des matières organiques et de non-perturbation du sol qu'on va plutôt aborder par la suite. Donc 3 piliers. L'ACS, ce n'est pas une entité informe. Et puis, en fait, chacun de ces 3 piliers ne va pas avoir le même effet sur ce qui nous intéresse dans cette question, c'est-à-dire l'évolution de l'état organique du sol et notamment de la teneur en carbone organique du sol. Alors, dans la proposition, on va passer à la diapo suivante, il y a ce mot matière organique, teneur en matière organique. Alors, vous entendez parler beaucoup en ce moment de stockage de carbone, ou de teneur en matière organique des sols, qui baissent, qui sont basses, etc.
Et en fait, il y a tous ces termes qui méritent d'être définis. Alors, on ne va pas le faire tout de suite, ça vous le retrouverez en consultant la mallette tout à l'heure, dès qu'elle sera disponible. Mais le mot matière organique, le mot carbone organique, évidemment, ils sont très liés. C'est-à-dire que le carbone organique est un composant et le composant majeur des matières organiques du sol. Il compte pour 50 à 60% de la masse de matière organique qui est dans un sol. Et c'est pour ça qu'on l'utilise comme un traceur, en fait, de l'évolution de la matière organique dans les sols. Et parler de teneur ou de stock, comme je l'ai dit, on ne va pas rentrer dans le détail pour calculer l'un à partir de l'autre, mais c'est important de savoir que ce n'est pas la même chose. Alors, des petits rappels quand même, puisqu'on parle d'évolution de la teneur en matière organique ou de l'évolution de l'état organique du sol, eh bien, il y a un outil qui a été développé il y a un grand bout de temps maintenant, hein, ça va bientôt faire un siècle, et qu'existe cette notion de bilan humique. Hein. C'est comme un bilan comptable, mais un bilan comptable de la matière organique, en tout cas du carbone organique qui se trouve dans le sol. Et on va essayer de savoir, pour savoir si notre système de culture, dans notre sol donné et dans le climat dans lequel se trouve la parcelle en question, si cette parcelle va connaître une augmentation, ou plutôt une baisse ou une stabilisation du stock de matière organique qu'elle comporte, et si en fait il y a un équilibre ou un déséquilibre entre les entrées de carbone organique dans ce sol et puis les sorties de carbone. Les entrées de carbone, elles sont générées par les résidus de culture, les résidus de couvert, par les produits organiques que l'on apporte au sol, que l'agriculteur laisse ou apporte au sol. Et puis on les calcule en tenant compte aussi de la qualité de ces résidus. Pour les résidus de culture, le C sur N va déterminer le rendement en fait en carbone de l'humus qui va se transformer, enfin qui va donner de l'humus à partir de ce carbone frais. Et pour les produits organiques, vous avez entendu parler de l'ISMO, c'est l'indice de stabilité des matières organiques qui est déterminé au laboratoire. Voilà. Pour ce qui est des sorties, ça dépend de 3 facteurs principaux. Bien comme c'est en fait les sorties, elles se font sous forme de CO2. De gaz carbonique, qui est le résultat de la respiration des micro-organismes qui, en fait, s'alimentent sur la matière organique du sol. Et en s'alimentant et en s'activant, ces micro-organismes, tout simplement, ils sont comme nous, ils respirent. Et c'est donc un processus qui n'est pas néfaste, parce que c'est un processus de vie. Donc, les micro-organismes se nourrissent de la matière organique du sol, et c'est pour ça que les systèmes de culture doivent veiller. L'agriculteur doit veiller à ce que son système de culture réalimente toujours le stock de matière organique et donne à manger, en fait, à tous ces micro-organismes qui font vivre le sol. Alors, ça dépend de quoi, cette vitesse de destruction, mais pas négative, de la matière organique du sol par les micro-organismes. Ça dépend de la température, ça dépend de l'humidité du sol, ça dépend du type de sol essentiellement. Et puis, quid de l'effet du travail du sol qui est très souligné comme étant un destructeur de matière organique? Eh bien, on va voir plus loin. On va s'appuyer, on va retrouver nos 3 piliers de l'ACS. Premier pilier, effet du travail du sol. Donc là, sur l'évolution de l'état organique, ici, c'est l'évolution des stocks de carbone organique, c'est-à-dire la quantité de carbone organique qu'on va trouver sur 0,30 cm. C'est l'essai d'Arvalis à Boigneville, qui est très connu, qui a duré 50 ans. Là, en fait, les chercheurs qui s'y sont intéressés avaient fait un point au bout de 40 ans d'essai. On voit sur le graphique que les 3 systèmes de travail du sol différenciés, labour permanent, travail superficiel permanent, semi-direct permanent, eh bien, vont se différencier légèrement en termes d'évolution du stock dans cette couche de 0,30 cm, couche superficielle, avec une légère préférence finalement, une légère avantage pour le travail superficiel et le semi-direct en termes de stockage. Et puis, dans les années 2000 et 2001, on rappelle que c'était des années très humides, comme 2024, la tendance s'est totalement inversée. Ce qui veut dire que en fait, l'effet du travail du sol sur le stockage de carbone dans les sols, l'évolution de la matière organique dans les sols, ce n'est pas du tout quelque chose d'univoque. Ça dépend du climat de l'année. On voit que ça s'est inversé lors d'une année humide. Le labour a fait mieux ces années-là que le non-labour. Et surtout, ce n'est pas du tout les quantités de carbone stockées en plus en non-labour qui nous sont annoncées dans pas mal de littérature ou surtout de communication orale. C'est beaucoup plus ténu que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Donc, il y a une augmentation modérée des stocks au cours du temps, parfois au profit du non-labour, du non-travail du sol, mais ce n'est pas du tout permanent.
Et il y a aussi des variations de tendance qui peuvent s'inverser, on le voit. Si on passe à la diapo suivante, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont fait le point au bout de 40 ans, à peu près 40 ans de différenciation des modes de travail du sol dans ces parcelles qui étaient conduites en maïs et blé, avec des rendements qui sont restés identiques sur les 3 modalités. Et on voit en fait que l'effet principal du travail du sol, ça n'est pas de différencier le stock. Là, les chercheurs ont même poussé jusqu'à 60 cm pour être sûr de ne pas se tromper. Aucune différence de stock au bout de 40 ans entre les 3 modalités, mais en revanche, une très forte différenciation de la répartition de la matière organique dans le sol, avec une concentration de la matière organique en surface qui va donner un écosystème particulier en surface et conférer certains avantages au non-travail du sol à cause de ça. Et puis, une dilution en fait, de la matière organique sur 30 cm en labour. Donc, en non-travail du sol par rapport au labour, on a plus de matière organique en surface, plus de carbone en surface et moins de carbone en profondeur que par rapport au labour. Voilà, une forte simplification. Donc, ça a un effet, le travail du sol, sur la répartition des teneurs en matière organique dans le sol, mais pas forcément significativement sur les stocks, l'évolution des stocks. On passe à la diapo suivante. Et on va aborder le deuxième pilier de l'ACS, effet de l'ACS sur l'évolution de l'état organique du sol. Quel est l'effet de ce deuxième pilier? Là, on voit un graphique qui nous montre en abscisse des entrées de carbone frais. Il s'agit bien de quantité de carbone dans la biomasse, mais qui n'est pas digérée, qui n'est pas encore rentrée dans le sol. Ça, c'est ce qui rentre par le maïs, le blé, etc. Les racines aussi, il ne faut pas les oublier. C'est le carbone qui est présent dans toute cette biomasse. Ça, c'est ce qu'on a en abscisse. Et en ordonnée, ce sont l'état organique, l'état de stock dans les sols de ces différents parcelles qui ont été observées par les chercheurs. Eh bien, il y a une relation très directement positive entre la quantité de biomasse carbonée qu'on emmène au sol et puis les stocks qui s'accumulent dans les parcelles en question au fil du temps. Donc, c'est en fait le principal facteur qui explique le renforcement du stockage de carbone en ACS par rapport au conventionnel, parce qu'en ACS, on a tendance à couvrir le sol longtemps, c'est-à-dire qu'il y a des racines pratiquement tout le temps dans le sol. Ça génère du carbone, et pas seulement par la biomasse, mais aussi par les exudats racinaires. Et puis, on fait des couverts, on essaie de cultiver les couverts, de faire des biomasses importantes venant de ces couverts, qui vont alimenter la partie entrée de carbone du bilan humique. Et le troisième pilier de l'ACS, quel est son effet sur le stockage de carbone, sur la matière organique du sol. Ici, on a un graphique qui nous montre, alors les barres horizontales montrent la quantité de carbone unifié que peut fournir un colza, un maïs, un blé tendre par an, avec des rendements qu'on a choisis, pour l'exemple, comme étant ceux de notre région en Picardie ou de France. Voilà, et on vous montre la comparaison que l'on peut faire entre les cultures, avec les rendements qu'on connaît dans notre région, en termes d'entrée de carbone unifié dans le sol potentiel. Et puis en face, vous avez des barres verticales qui montrent, là, c'est la hauteur de sortie de carbone par minéralisation, par respiration des micro-organismes qui mangent cette matière organique du sol. On confronte les deux et on a reproduit en fait une image du bilan humique sur cette figure. Bon. Tout ça pour dire que en fait, toutes les cultures ne sont pas égales quant à leur capacité à fournir du carbone au sol et à alimenter le bilan humique. Et on voit aussi que les cultures intermédiaires qui apparaissent en vert sur la figure ont une place non négligeable, mais qu'elles ne surpassent pas non plus la biomasse qui est apportée directement par les cultures de vente. Si on veut bien restituer les résidus de culture, ne pas exporter les pailles, par exemple. On avait une question, l'ACS permet d'augmenter le taux de matière organique. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas, on va retenir que chacun des 3 piliers de l'ACS a une influence différente sur l'état organique du sol. Le premier pilier de travail du sol, il va modifier la répartition des matières organiques entre la surface et la profondeur, mais pas forcément beaucoup le stock. Et puis que ce sont surtout les entrées de carbone que dans le système de culture, les agriculteurs vont pouvoir ménager pour alimenter le bilan humique, qui vont jouer sur une différenciation potentielle entre des systèmes en ACS et des systèmes qui ne le sont pas. Donc, c'est plutôt vrai. L'ACS permet, en principe, d'augmenter le taux de matière organique du sol si on cultive bien, en tout cas, le pilier, surtout le pilier numéro 2 et le pilier numéro 3,
qui permettent d'alimenter le bilan humide du sol, ce sur quoi l'agriculteur peut jouer. Je vous remercie. Et on va passer à l'idée préconçue suivante. C'est Tanguy qui va reprendre la main. Ouais, merci Annie. Alors, dans ce cas-là, je vais pouvoir vous publier donc, le sondage suivant. Et donc, l'idée suivante, eh bien, donc, détruire un couvert après le stade de floraison favorise le stockage de carbone. 52% pour vrai, 48% pour côté faux. Voilà. Alors, c'est vrai que on entend couramment qu'en laissant un couvert végétal se développer après le stade de floraison, ça permettrait d'augmenter la quantité de carbone dans les parties aériennes des plantes et donc de restituer davantage de carbone organique au sol et donc d'augmenter le stockage de carbone. Là, ici, on va essayer donc de répondre à ça. Donc là, ici, cette première slide, elle présente le fait que lorsqu'une plante voilà, elle se développe, on observe bien une accumulation de carbone au fil du temps. On sait que la concentration en azote de la biomasse d'un peuplement végétal diminue au cours de sa croissance du fait d'une accumulation du carbone qui est plus importante que celle de l'azote, ce qui va conduire à ce qu'on peut appeler une dilution de l'azote dans la plante. Ce qu'on peut en conclure que voilà, le rapport de la teneur en carbone divisé par la teneur en azote des tissus va augmenter. C'est ce qu'on appelle le rapport carbone-azote ou aussi le rapport C sur N. Ici, c'est ce qui est illustré par l'image sur la slide. Donc, on voit en bas, donc le 7, 15, 25, on voit que le rapport C sur N des parties aériennes, ici c'est d'une moutarde, augmente au cours de son cycle de végétation. Voilà, donc ça c'est quelque chose de connu. Maintenant, sur cette slide, on peut voir donc le graphique ici présente l'évolution du coefficient isolémique K1 des résidus aériens de culture principale et intermédiaire en fonction de leur rapport C sur N. Donc, qu'est-ce que c'est le coefficient isolémique K1? En fait, ça représente la proportion de carbone issue des résidus de culture qui va alimenter le stock de matière organique du sol. On peut dire en fait que c'est le rendement de la transformation en humus, grosso modo. Donc ici, qu'est-ce qu'on observe? C'est que pour un couvert, par exemple, qui présente un rapport C sur N faible de 15, eh bien, ce couvert, le quin représentant le quin affilié à cette qualité de partie aérienne sera plus élevé que pour un couvert, par exemple, une moutarde à pleine floraison qui monte à un C sur N de 30-35, qui aura ici un coefficient isolémique plus élevé. Donc, si on restitue une tonne de biomasse d'un couvert assez jeune avec un C sur N assez faible, par exemple de 15, ça permettra, donc ça représentera une entrée de carbone organique au sol plus élevée qu'une tonne de biomasse, donc la biomasse équivalente, qu'une tonne de biomasse qui présente un rapport C sur N plus élevé. Si on essaye de calculer en fait la quantité de carbone humifié que ça peut représenter par un calcul assez simple ici, qui reprend donc le produit donc, de trois facteurs, la quantité de carbone humifié en tonnes par hectare se calcule par la multiplication donc, de la quantité de biomasse restituée en tonnes de matière sèche par hectare, multiplié par la teneur en carbone de la biomasse restituée. On peut environ approcher, enfin on peut dire que c'est environ 44% dans les parties aériennes, multiplié donc par le coefficient isolémique K1 correspondant, comme on a vu sur le graphique précédent, en fonction de son rapport C sur N. Donc on voit ici, sur la gauche de la slide, donc pour une tonne de biomasse de couvert présentant un C sur N faible d'environ 15, la quantité de carbone humifié, elle est à peu près équivalente à 150 kg par hectare, alors que sur la droite de la slide, un couvert qui présente un C sur N plus élevé d'environ 35, la quantité de carbone humifié, ici, elle est d'environ 120 kg. Maintenant, si on essaye de faire, entre guillemets, des hypothèses sur la quantité de biomasse produite pour des couverts qui peuvent présenter ce type de C sur N, par exemple, 3 tonnes de matière sèche
Pour un couvert qui représente un C sur N de 15, on peut dire que c'est assez réaliste. Pareil, du côté sur la droite de la slide, 5 tonnes, par exemple, une moutarde pleine floraison qui produit une bonne biomasse, donc environ 5 tonnes, qui représente un C sur N assez élevé de 35, ça peut être rencontré dans la plaine. Ici, on voit en fait sur la gauche de la slide que la quantité de carbone humifiée par hectare, elle est environ égale à 460 kg par hectare. Donc pour 3 tonnes de matière sèche avec un C sur N d'environ 15, alors que sur la droite de la slide, la quantité de carbone humifiée par hectare avec un couvert de 5 tonnes de matière sèche présentant un rapport C sur N assez élevé, on peut arriver à une quantité d'à peu près 600 kg par hectare. Donc cette slide, elle permet en fait de remettre le doigt sur le fait que les entrées, enfin, la quantité de biomasse restituée, ça reste vraiment un peu comme l'a expliqué Annie précédemment, reste vraiment un facteur central dans le stockage de carbone dans les sols. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut trouver un compromis finalement entre production de biomasse et évolution du rapport C sur N des parties aériennes. Donc finalement, pour conclure sur cette idée, on peut se dire que détruire un couvert après le stade floraison favorise le stockage de carbone, on peut dire que c'est faux, dans le sens où le rapport C sur N des parties aériennes, il va augmenter rapidement à partir du stade floraison, mais c'est aussi un stade à partir duquel la production de biomasse, elle va ralentir. Donc pour trouver le meilleur compromis entre ces deux éléments, on peut se dire qu'à partir du stade début du stade floraison, on pourrait favoriser le stockage de carbone, sauf ici, comme on peut le signaler là ici, sauf en cas de couvert riche en légumineuses, puisque, comme vous devez le savoir, la famille des légumineuses rassemble des espèces qui conservent un rapport C sur N relativement faible tout au long de son cycle de végétation. Donc, pour les couverts riches en légumineuses, on pourrait se dire que même s'il y a des espèces qui sont en floraison, autant essayer de maximiser la production de biomasse pour augmenter le stockage de carbone. Donc, après avoir présenté le lien là ici entre rapport C sur N des parties aériennes et les entrées de carbone organiques au sol, on peut dire qu'en ouverture de cette idée, qu'on pourrait s'intéresser finalement au lien entre rapport C sur N des parties aériennes d'un couvert et la restitution d'azote à la culture suivante. Donc ici, ce graphique, il vous présente le pourcentage de l'azote des couverts minéralisé en fonction du temps écoulé depuis son enfouissement, pour 3 dates de destruction différentes et 3 profils de couverts, donc 3 rapports C sur N différents. Ici, on observe que la part d'azote minéralisé provenant du couvert, elle dépend fortement du rapport C sur N des parties aériennes, puisque, comme on peut le voir ici, environ 45% de l'azote total du couvert sera restitué au mois d'octobre suivant, donc pour un C sur N qui est ici de 12,5, finalement indépendamment de la date de destruction. Pareil ici, pour un C sur N de 17,5, en fin d'année suivante, 32% de l'azote total du couvert sera minéralisé et environ 20% du couvert sera minéralisé pour un C sur N de 22,5. Autre point mis en évidence ici par ce graphique, c'est que la date de destruction va plutôt présenter un effet à court terme, avec par exemple au mois de juin, environ 10% d'écart, là ici, entre chaque groupe de courbes, donc pour chacune des qualités, chaque groupe de C sur N, on aura environ 10% d'écart, on va dire à moyen terme, alors qu'en fin d'année suivante, au mois d'octobre, les différences sont plus lissées. Maintenant, donc là, ce graphique il va vous présenter le rapport C sur N des principales familles de cultures intermédiaires en fonction de leur durée de croissance en jour. Donc, on observe là sur ce graphique que le rapport C sur N des parties aériennes, finalement, en fonction des espèces, il va évoluer plus ou moins rapidement. Par exemple, là, ici, on voit que pour les 2 courbes sur le haut, donc qui correspondent au tournesol et au sarrasin, le rapport C sur N va augmenter assez rapidement,
alors que, par exemple, ici tout en bas, pour la courbe correspondante à la famille des légumineuses, le rapport C sur N aussi reste assez faible et aussi entre 10 et 15, ce que je vous disais juste avant. Donc, ce qu'il faut retenir de ces deux graphiques, c'est qu'il faut avoir une vraie réflexion autour de la composition des couverts, car il est possible en fait de restituer une quantité intéressante d'azote à la culture suivante, que le couvert soit composé de légumineuses ou non, à condition en fait, de maximiser la production de biomasse et de porter attention au stade de destruction. Donc pour terminer, donc dans l'objectif de favoriser à la fois les entrées de carbone au sol et de restituer une quantité intéressante d'azote à la culture suivante, il est possible de mettre en place donc une pratique innovante identifiée ici dans le cadre du projet, c'est la mise en place de couverts relais. Donc elle consiste donc à semer un couvert rapidement après la moisson, par exemple, en période d'interculture longue, un couvert contenant à la fois composé d'espèces estivales et d'espèces hivernales. On va venir broyer ou rouler donc avec un broyage haut, environ 30 cm de hauteur, au cours du mois d'octobre-novembre, les espèces estivales qui sont au stade de floraison. Et on va laisser repartir, en fait, redonner la lumière aux espèces hivernales qui vont pouvoir se développer au cours de l'hiver et jusqu'au printemps en fonction de la date de destruction. L'objectif ici, c'est vraiment de tenir le couvert le plus longtemps possible pour maximiser donc, la production de biomasse, allonger la durée de couverture vivante du sol et toujours de pouvoir maintenir le rapport C sur N des parties aériennes. Voilà. Donc voilà ici un peu la présentation donc par exemple ici d'une pratique innovante qui a été creusée. Vous pourrez avoir plus d'informations sur les fiches pratiques innovantes sur la mallette juste après. Voilà. On arrive donc maintenant à la dernière idée préconçue. Vincent, je vais te laisser prendre la parole. Oui, merci Tanguy. Donc en tout cas, on voit bien l'importance de nos questions, parce que justement sur ta question Tanguy, sur le stade de développement des couverts végétaux, il y avait vraiment autant de réponses positives que de réponses négatives. Et c'est vrai que ça peut être un peu contre-intuitif. Auparavant, on pensait que plus on laissait les couverts végétaux longtemps arriver à floraison et plus on facilitait le stockage de carbone. Quand on avait des C sur N élevés, on pensait plutôt qu'on allait avoir un rendement en humus plus élevé. Et finalement, on se rend compte qu'avec un C sur N plus faible, c'est mieux assimilé par la biomasse microbienne. En fait, les micro-organismes ont moins besoin d'aller chercher l'azote du sol pour produire de la matière organique. Donc, il y a moins d'énergie consommée. Donc, ça se ressent sur le rendement en humus. C'est a priori l'explication que l'on a. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la troisième idée reçue qui concerne l'activité biologique, en particulier les vers de terre et l'impact du travail du sol. Donc, la question, c'est le travail du sol profond est toujours néfaste pour l'activité des vers de terre. Voilà, donc là, on est plutôt équilibré aussi en termes de réponse. Une légère majorité pense que c'est faux. Donc, on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Alors, globalement, c'est vrai qu'on sait que le travail du sol, il est plutôt néfaste sur l'activité, sur la biologie du sol, parce que ça perturbe l'habitat de la faune du sol. Et puis, ça casse aussi le réseau de filaments mycéliens. Mais concernant les vers de terre, justement, avant d'aborder notamment, tu peux passer à la diapo, hein, Tanguy. Avant d'aborder le travail du sol, il faut déjà avoir en tête que le facteur numéro 1 de mortalité des vers de terre, c'est le tassement. Il y a eu des résultats, par exemple, des travaux de l'INRAE qui montrent qu'on a quasiment une division par 2 de la population de vers de terre par l'effet du tassement, alors qui dépend après de l'intensité du tassement, de l'emprise aussi du tassement. Mais donc, attention notamment aux récoltes d'automne où avec les sols sont encore chauds et avec l'humidité qui revient, c'est une période très active pour les vers de terre. Et malheureusement, quand on prend une bêchée derrière un chantier d'arrachage de betteraves, de pommes de terre, de maïs à cette période, on retrouve malheureusement très, très fréquemment des vers de terre morts écrasés dans leur galerie. Voilà, donc première chose à retenir, c'est qu'on
on évoque souvent l'effet du travail du sol qui peut être néfaste. Le facteur numéro 1 de mortalité des vers de terre, c'est le tassement. Ensuite, tu peux passer à la diapo d'après. Merci. Il y a aussi différentes catégories de vers de terre qui peuvent être plus ou moins sensibles aux perturbations du milieu, que ce soit le travail du sol ou le tassement. Donc, on a tout d'abord les épigées. Les épigées, c'est les petits vers qui vivent en surface. Donc, eux, ils créent très peu de galeries et sont très sensibles, que ce soit au travail du sol ou au tassement. En fait, ils sont incapables de remonter à la surface et on les enfouit parce qu'ils ne creusent pas de galeries. Les épigées, c'est typiquement les vers qu'on utilise pour faire du lombricompost, par exemple. Donc, eux, ils vont être très sensibles à la fois au travail du sol et au tassement. Ensuite, on a les endogés. Tu peux passer, Tanguy. Donc, les endogés, c'est les vers de terre qui vivent dans l'horizon organique, on va dire les 25-30 premiers centimètres de sol. Ils font des galeries plutôt horizontales. Et leur particularité, c'est qu'ils font des galeries temporaires, c'est-à-dire qu'ils ingèrent la terre et ils rebouchent en quelque sorte leur galerie par leur déjection. Et donc, ils créent énormément de bioturbation. En fait, ils ingèrent sans cesse du sol. Et eux, du coup, par définition, ils vont être moins sensibles au travail du sol parce que si on perturbe leur habitat, si on laboure, par exemple, le champ, finalement, ce n'est pas très grave pour les endogés parce qu'ils ingèrent sans cesse de la terre. Donc, si on casse leur réseau de galeries, ce n'est pas grave. Alors, attention, je dis qu'ils ne sont pas très sensibles au travail du sol. C'est plutôt un travail du sol de type chisel, canadien, labour. Évidemment, ils vont être très sensibles aux outils agressifs, type herse rotative en profondeur ou fraise sur les moulines et qu'on coupe un ver de terre en 2 ou en 3. Ce n'est pas 2 vers de terre, je le rappelle quand même. Les vers de terre, forcément, si on les coupe, là, il y a de la mortalité aussi. Mais un travail du sol type à dents ou un labour pour les endogés, il n'y a pas trop d'impact. Par contre, ces vers de terre vont être très sensibles au tassement parce qu'ils sont directement affectés par le tassement. Troisième catégorie, les anéciques. Donc, c'est typiquement le Lombricus terrestris, par exemple, ou les giardis, tête noire. Ces vers de terre, donc, eux, ils font des galeries verticales permanentes ou quasi permanentes. Et donc, finalement, ils créent beaucoup moins de galeries. En fait, ils font un réseau de galeries et ensuite, ils reprennent le même réseau de galeries. Donc, du coup, ils viennent déboucher leurs galeries par leur déjection en surface, les fameux turicules de vers de terre. Et donc, eux, vont être très importants pour l'infiltration de l'eau, passage des racines en profondeur. Et ces vers de terre, forcément, ils vont être plus sensibles au travail du sol parce que le travail du sol va venir casser leur réseau de galeries. Et donc, ils vont devoir reprendre de l'énergie pour recréer ce réseau de galeries. Cette énergie, ils ne vont pas la passer à se reproduire. Donc, du coup, indirectement, là, le travail du sol va affecter les anéciques. Et par contre, par rapport au tassement, ils vont être moins sensibles au tassement parce qu'ils peuvent facilement se réfugier en profondeur et donc être moins affectés par le tassement. Voilà, donc déjà, il y a des premiers éléments de réponse ici selon le type de vers de terre. Ensuite, maintenant, on va parler de leur activité, parce que c'était notamment l'objet de la question, c'est est-ce que le travail du sol profond est néfaste pour l'activité des vers de terre. Donc, c'est ce que l'on a mesuré ici dans le cadre du projet Sol Défi, donc projet qu'on a mené à Agrotransfert sur la gestion de la structure du sol. On a suivi une parcelle, on a regardé la bioturbation. Donc, bioturbation, c'est toutes les zones sous l'influence des vers de terre, notamment les galeries et les déjections des vers de terre. On a regardé la proportion de zones bioturbées en fonction du temps. Donc, on était dans une succession culturelle, on a démarré la manip, c'était une culture de carottes, et il y avait un historique avec beaucoup d'apports organiques, un sol pas trop travaillé, beaucoup de couverts, donc il y avait beaucoup de bioturbation dans la parcelle. On avait plus de 60% de zones bioturbées au départ de l'essai. Et ensuite, malheureusement, donc c'était en 2019, en mois de novembre 2019, quand il y a eu l'arrachage des carottes, il y a eu les sols étaient très, très humides, énormément de tassement lors de la récolte des carottes. Et donc, toutes ces traces de bioturbation ont été écrasées par l'effet du tassement. Donc, on est revenu à quasiment zéro en termes de bioturbation juste après la récolte des carottes. Ensuite, l'agriculteur a semé un blé comme il pouvait, parce que c'était des conditions très humides. Donc, il a labouré jusqu'à labour pas très profond à 15 cm. Il a semé du blé de printemps. Et ensuite, après le blé, il y a eu les bonnes conditions pour intervenir plus en profondeur avec un fissurateur. Et donc, il a décompacté sa parcelle, mais on a gardé une zone témoin non fissurée mécaniquement en profondeur et on a regardé l'évolution de la bioturbation dans ces deux zones.
dans la zone qui avait été décompactée et dans la zone qui n'avait pas été décompactée. Donc, c'est l'évolution. En vert, c'est l'évolution de la bioturbation dans l'horizon entre 10 et 30 cm de profondeur qui n'a pas été travaillée mécaniquement, et la bioturbation, la courbe marron, dans l'horizon qui a été décompactée. Et finalement, on voit qu'il y a une meilleure bioturbation dans l'horizon qui a été travaillée mécaniquement. En fait, ce qui se passe, c'est que la régénération biologique, elle est très lente dans le cas d'un tassement non fissuré, mais elle va être beaucoup plus rapide s'il y a une intervention mécanique qui a fragmenté la zone tassée, parce que finalement, c'est notamment les vers de terre endogés qui créent beaucoup de bioturbation, parce qu'ils font que des galeries temporaires. Et une zone tassée, si elle est fragmentée, fissurée par le travail du sol, il y aura plus de zones d'accès. Tu peux passer à la diapo d'après. Comme on le voit sur ces photos, finalement, si on a une zone tassée continue qui n'a pas été fragmentée par le travail du sol, on aura quand même de la bioturbation, mais plutôt sous forme de grosses galeries verticales. C'est en gros les anéciques qui vivent en profondeur et qui vont devoir traverser cette zone tassée pour aller chercher leur nourriture, la matière organique, en surface. Donc, on va avoir des gros conduits qui vont être importants pour l'infiltration de l'eau, le passage des racines, mais on ne va pas avoir un volume de sol bioturbé très important. Par contre, quand on va fragmenter cette zone tassée par un travail du sol, on aura toujours l'activité des anéciques, mais en plus, on va favoriser l'activité des endogés parce qu'ils auront plus de surface d'accès et donc, du coup, ils vont grignoter plus facilement les zones tassées. Et donc, on a une bioturbation facilitée. Et donc, tu peux passer la diapo d'après. Finalement, on a une régénération qui est d'autant plus rapide quand on a à la fois des anéciques et à la fois des endogés. Les anéciques vont faire les grosses galeries et les endogés qui vont faire toute la bioturbation, les déjections fraîches dans le sol pour faciliter et accélérer la régénération naturelle et biologique du sol. Voilà, donc pour résumer, par rapport à la question est-ce que le travail du sol profond est toujours néfaste pour l'activité des vers de terre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non. Le travail du sol n'est pas toujours néfaste pour l'activité des vers de terre, notamment en cas de tassement, parce qu'en cas de tassement, on facilite l'activité des vers de terre endogés parce qu'ils ont plus de surface d'accès pour aller grignoter l'intérieur des modes tassés. Voilà. Ok, merci beaucoup Vincent. On vient donc de finir la deuxième partie qui portait sur l'animation de 3 idées préconçues. Donc, on reviendra sur les questions juste après, lors du temps d'échange. Donc maintenant, nous allons vous présenter la mallette d'animation du projet. Donc, pour cela, je vous propose soit de flasher avec votre téléphone le QR code ici présent à l'écran. Donc, normalement, vous voyez apparaître le Geniali. Ici, on arrive sur la première slide pour rappeler les partenaires du projet, les financeurs. Donc, il y a ici sur la droite de la slide un petit encart, page suivante qui clignote. Vous arrivez sur la slide objectif du projet qui vous a déjà été présenté précédemment dans le webinaire. Vous pouvez cliquer sur le bouton noir de droite pour passer à la slide suivante. Et donc là, vous arrivez maintenant sur la slide centrale en fait de la mallette, puisque en fait là ici, les différentes rubriques, les différents contenus disponibles sont accessibles par celle-ci. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur la présentation du projet, vous pouvez donc cliquer dessus. Vous pouvez placer votre souris, par exemple là, ici, sur l'illustration de gauche. Donc ici, c'est la fiche de présentation du projet. Si vous faites un clic gauche classique sur cette affiche, la fiche de présentation au format PDF va s'ouvrir dans une autre fenêtre. Ici, c'était la fiche d'inscription vers le lien pour d'inscription au webinaire. La semaine prochaine, le replay sera disponible sur la mallette ici à cet endroit. Je pourrais remplacer cet encart, cette illustration par le lien vers le webinaire. Ensuite, pour retourner à la mallette,
Donc, tout en haut à gauche sur la maison, vous pouvez cliquer là ici pour revenir sur le contenu. Si vous êtes intéressé par les idées préconçues, donc nous avons trié, nous avons rangé les idées relevées, traitées sur chacun des 3 sujets. Donc, par exemple, ici, pour stockage de carbone, du contenu est disponible pour chaque sujet. Une deuxième page ici est accessible. Donc, au total, pour le moment, il y a 15 idées préconçues qui ont été, auxquelles du contenu est disponible aujourd'hui. Il y en reste 9 où le contenu sera disponible prochainement au cours des mois qui arrivent. La mallette est là pour évoluer. Donc, si on retourne, voilà, si on navigue un peu, si on retourne dans l'activité biologique du sol, par exemple, donc, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, ici, par exemple, sur la première idée préconçue sur l'activité biologique, vous pouvez cliquer. Alors, ici, j'ai déjà fait le travail, donc normalement, vous pouvez cliquer sur vrai ou faux pour avoir la réponse et cliquer bien sur envoyer pour passer à la slide suivante. La slide va arriver automatiquement derrière. Et donc là, on décompose un peu ce vers quoi on va apporter des réponses dans les slides suivantes. Et donc, vous pouvez dérouler. Pareil ici, en faisant passer votre souris sur les illustrations, vous avez des explications qui apparaissent. Ici aussi, vous avez des petits plus jaunes sur lesquels vous pouvez cliquer pour avoir davantage d'informations en fonction des sujets. Voilà, je déroule un peu. Et pour chaque idée préconçue, vous terminez donc les explications par une slide ce qu'il faut retenir, la slide de conclusion, et aussi par la bibliographie citée tout le long des explications. Voilà. Donc en cliquant en haut à gauche sur retour à la liste, voilà, on peut revenir et sur la maison à la mallette, à la pièce centrale. Si vous êtes intéressé par le contenu sur les pratiques innovantes, vous pouvez ici venir cliquer sur la fiche qui vous intéresse. Donc pareil, hein, là ici c'est une fiche au format PDF dans un nouvel onglet qui va s'ouvrir. Si vous êtes intéressé par l'organisation d'un atelier de sensibilisation ou de formation, vous pouvez venir ici parcourir les différentes fiches qui présentent, par exemple ici dans la première fiche, un programme d'atelier de sensibilisation auprès d'agriculteurs et puis les supports ici qui vont avec. Et ensuite, donc, dans la dernière rubrique, vers autres ressources, donc ici, comme je l'ai expliqué au cours du webinaire, vous pouvez avoir accès à différents outils, donc là ici sur la gestion des couverts, ou alors donc, sur le stockage de carbone, et le diagnostic aussi sur la structure du sol. Et aussi l'outil Rexagri de PADV qui donne accès à des partages, des retours d'expérience entre agriculteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ces outils aussi si ça vous intéresse, mais ils sont pour moi importants si on s'intéresse à l'agriculture de régénération, de conservation. Donc voilà pour le contenu disponible sur la mallette. Là ici, l'objectif c'était de vous présenter vraiment comment on se balade dessus. On ne va pas rentrer dans le détail du contenu. Je vous laisse donc, si ça vous intéresse, on va consulter les idées préconçues qui vous intéressent le plus. Nous avons placé à droite à gauche donc un petit onglet Nous contacter, ou alors si l'organisation d'un atelier de sensibilisation ou des formations peut vous intéresser, n'hésitez pas également à me contacter. Que je vous propose, donc il est 14h04, c'est de passer au temps d'échange, aux questions-réponses. Vincent, Annie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de passer aux questions? On voulait déjà répondre à la question qui a été posée de façon multiple. Donc la mallette, elle est vraiment disponible dès maintenant. Tu avais autre chose à ajouter, Annie, ou alors est-ce qu'on attaque de général, non. Après, c'est plutôt en réponse à des questions qui ont été posées dans le chat et dans les questions. On jongle un peu entre les deux.
D'accord. Je vais laisser Florian nous orienter vers l'ensemble des questions. Ok, moi c'est parti. Je vais peut-être garder la parole parce que justement, alors Ouais. par rapport à ce que j'ai pu exposer, l'exemple que j'ai pris pour exposer l'effet ou non-effet du travail du sol sur l'évolution de l'état organique du sol, cette réflexion, mais Boigneville est un cas particulier, on l'a eu énormément, et pas moi seulement, hein, c'est Bruno Marie, donc il est à la retraite maintenant, mais on a beaucoup travaillé ensemble pendant une quinzaine d'années sur le sujet gestion des matières organiques, l'INRA étant toujours un partenaire, comme les chambres d'agriculture des projets d'agrotransfert, là c'était lui qui était notre animateur scientifique et spécialiste de ce sujet. Et c'est lui aussi et son équipe qui ont, avec Arvalis, suivi cet essai de Boigneville en faisant des mesures très très précises, parce que mesurer le carbone des sols et le suivre et pouvoir montrer des différences, c'est vraiment pas quelque chose de si facile que ça. Il y a des erreurs possibles. Et l'erreur qui consiste à dire le travail du sol, forcément, ça crée une minéralisation plus forte que le non-travail du sol. C'est quelque chose qui résultait d'erreurs de mesures qui n'avaient pas été faites de façon suffisamment précise dans un certain nombre d'essais. Et depuis que les chercheurs comme Bruno Marie, mais pas lui seul, il a travaillé avec d'autres chercheurs au niveau européen et mondial, se sont penchés sur cette question-là. Il y a beaucoup de ressources scientifiques qui ont été mobilisées pour bien montrer que Boigneville n'est pas un cas isolé. Simplement, Boigneville est un très beau cas pour montrer à un moment où on a isolé l'effet travail du sol pour lui-même qui est en question. Au lieu de regarder des essais ACS par rapport à conventionnel, où bien d'autres facteurs jouent, et notamment les entrées de carbone venant des couverts. Et venant de... Alors, à Boigneville, il n'y avait pas de couvert, ce n'était pas le but, c'était du maïs-blé. Mais on a vérifié que les entrées de carbone étaient identiques dans les trois modalités, et que la différence de stockage de carbone quand on envoie, ou surtout de répartition du carbone, elle venait bien du travail du sol si on voyait une différence. Mais le fait est qu'au bout de 50 ans, les différences de stock ne sont pas là. Et que, en revanche, quand on fait des bilans humiques sur des essais en ACS où il y a en fait des entrées de carbone très importantes qu'on ne va pas retrouver systématiquement dans toute situation conventionnelle, c'est bien à ces entrées de carbone qu'on peut attribuer des éventuelles mesures de changement de stock au fil du temps. Il faut savoir que mesurer ces changements de stock dans le temps, il faut y regarder très longtemps et avec des mesures très précises. Et on fait pas mal d'erreurs dans les mesures qu'on fait au champ. Alors, il y a une question aussi qui, je ne sais pas, Florian, je vais te laisser. Il y avait une question aussi qui disait, mais dans certains dispositifs de prime carbone, on met encore aujourd'hui en avant le fait d'arrêter le labour pour toucher quelque chose toucher une prime, signifiant que finalement, quand on arrête le labour, on stocke du carbone. Voilà, moi je peux juste te dire une chose, on a suivi dans l'équipe le travail des chercheurs et le travail pas seulement de l'INRA de Laon, mais vraiment de tous ceux qui se sont penchés sur cet effet travail du sol. À première vue, on pouvait penser que casser des modes, ça fait qu'on minéralise. C'est sûr, quand on passe une hercétrie, on voit reverdir la culture juste après. Mais ça, c'est un effet court terme et sur le long terme, on ne voit rien. Cette minéralisation très très sporadique, elle ne s'accumule pas dans le temps. Elle est juste très ponctuelle quand on passe l'outil, c'est tout. Et donc, continuer dans les primes carbone à considérer qu'il faut arrêter le labour pour pouvoir toucher quelque chose sous prétexte qu'on stocke du carbone, la plupart des chercheurs à l'international s'entendent pour dire que ça a un effet, mais c'est un effet qui est très faible. Par rapport au fait de jouer sur le levier entrée de carbone dans le système. Alors après, d'autres questions aussi, toujours sur le bilan humique et sur la mécanique qui se cache derrière, et notamment sur le rôle des racines. Le fait qu'il y ait des racines
plus souvent, voire presque en permanence dans le sol, vivante, en ACS, ce qu'on ne trouve pas dans la plupart des systèmes conventionnels, ça fait qu'on a non seulement la matière, la biomasse des racines elles-mêmes, mais surtout tout le travail, enfin tout le carbone qui vient des exudats racinaires. Et là, pour l'instant, c'est un sujet qui est fortement travaillé par les chercheurs, dans le cadre, par exemple, du gros projet de recherche européen Fer-Carbone-N, qui est piloté par l'INRA. Et puis, les instituts techniques, je sais qu'Arvalis, par exemple, s'intéresse aussi à ce sujet, sur qu'est-ce qui vient des racines, pour le quantifier de façon plus précise. Et notamment dans le projet AMG Lab, sur le modèle AMG qui est porté par Arvalis, auquel on participe, tout le consortium AMG participe, ça fait partie des questions sur lesquelles on risque d'avoir à améliorer le modèle AMG à l'issue de ce projet, en utilisant, bien sûr, en s'appuyant sur les nouveautés qui vont être mises à jour et publiées par les chercheurs et les acteurs R&D qui travaillent sur le sujet. Donc, les racines, c'est un maillon encore assez mal connu et sous-estimé, ça c'est au dire des chercheurs, dans le bilan humique. Et le K2, donc la question le K2 ou le coefficient de minéralisation annuel, pour l'instant, dans le modèle AMG en tout cas, ça a été en partie intégré. La prise en compte des exudats racinaires est intégrée, mais les nouveautés qui vont sortir des recherches en cours, bien sûr, il faut attendre que ce soit publié et vérifié pour pouvoir l'intégrer dans le modèle AMG, mais ce sera fait d'ici 2028. Est-ce que je peux répondre sur ces aspects-là? Merci Annie. Alors, une autre question. Donc, merci Florian. Quelle évolution du rapport C sur N pour les autres plantes de couvert? Alors, je peux peut-être repartager la présentation. Une question qui portait, je pense, sur cette slide-là ici. Donc, en fait, là, c'est une moyenne qui a été faite par famille. Donc, par exemple, pour les crucifères, donc, qui sont là ici en pointillé bleu, on peut voir qu'en fait, le C sur N n'évolue pas tant que ça, alors qu'on pourrait se dire que pour une moutarde, de manière très classique, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a déjà des données qui montrent que une moutarde à pleine floraison peut monter à un C sur N de 30 voire 35. Donc là, ici, c'est vraiment une moyenne par famille qui du coup, rassemble plusieurs espèces. Et donc, du coup, par exemple, on va avoir des crucifères comme la moutarde blanche précoce qui va monter assez vite en fleurs et qui, du coup, va avoir un C sur N qui augmente plus rapidement, alors qu'on va avoir d'autres espèces comme la moutarde d'Abyssinie qui vont avoir une floraison très tardive et donc qui vont conserver un rapport C sur N assez faible pendant une durée plus longue. Donc, du coup, ici, c'est vraiment par famille qu'il faut voir ça. Donc voilà, je ne sais pas si je pense répondre à la question. Dites-moi si jamais si ce n'est pas assez clair, s'il faut un complément. Ensuite, il ne faut pas raisonner rendement matière sèche par hectare plutôt que rendement biomasse. Oui, c'est ça. Quand on parle, oui, là, c'est vrai que sur le support, j'ai mis rendement biomasse, mais quand on parle là, ici pour le calcul, je pense que ça doit être ici, quand on parle de quantité de biomasse restituée, il faudrait que je rajoute là ici en tonnes de matière sèche par hectare. C'est ça. En principe, biomasse, une biomasse, ça s'exprime en tonnes de matière sèche. En matière sèche. Mais peut-être que parfois, on peut considérer, voilà, la biomasse récoltée fraîche, c'est ça qu'on a comme volume ou comme quantité en tête. Mais une biomasse, ça se mesure par de la matière sèche en général. Alors ensuite, Christophe Barrois, APAD. Donc, afin de valoriser au mieux les pailles restituées au sol, quelle serait la fertilisation azotée et autres à y associer? Alors ça, en fait, c'était une idée préconçue que j'avais
pu relever. Donc, il y a de la bibliographie en Australie, il me semble que c'est Kirby et Al 2013, quelque chose comme ça, qui, en fait, ils ont essayé, donc, en mise en cause incubation au laboratoire, ils ont placé des résidus de différentes qualités avec une disponibilité en différents éléments minéraux, que ce soit azote, potassium, soufre, le dernier, il me semble, je ne saurais plus dire lequel. Et donc, en fait, ils ont conclu que il y avait des rapports stoichiométriques, c'est-à-dire que dans les situations où il y avait ces éléments minéraux dans certaines quantités, il y avait, les entrées de carbone étaient plus élevées pour un même résidu. Donc ça, on a posé la question à un chercheur ici à l'INRA, qui nous a répondu que la publication est... Enfin, ils ont fait du bon boulot, visiblement, mais du moins, ils ne savaient pas si c'était vraiment, si on pouvait vraiment l'affirmer, s'il y a vraiment un consensus autour de ça. Donc maintenant, vous dire qu'il faut, pour mieux valoriser les pailles, de toute façon, là, avec les directives nitrates, il n'y a qu'une fertilisation organique qui est autorisée. Donc, à la limite, on pourrait peut-être se dire, après une paille, je fertilise en organique, ça bénéficie potentiellement, c'est bénéfique pour améliorer ce rendement en humus, et à la fois, ça fertilise le couvert, en fonction des espèces, bien sûr, qui sont choisies derrière. Mais là, c'est vrai que si ça vous intéresse, je peux vous parler de la publication. Mais du moins, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de consensus, d'après le chercheur qu'on a interrogé sur cette question. Quelle est la proportion de ces différents vers de terre dans un sol type ou en moyenne, Vincent? Je te laisse prendre la main. Oui, que ce soit anécique, épigé, endogé, ça dépend beaucoup des pratiques, du mode d'occupation des sols. Dans un milieu naturel, on peut trouver beaucoup d'épigés. Dans un milieu cultivé et travaillé régulièrement, on trouve quasiment pas d'épigés, sauf dans les parcelles en semi-direct sous couvert. Donc globalement, ce qui ressort un peu de la bibliographie, c'est que dès lors qu'un milieu va être régulièrement travaillé, labouré, on va retrouver principalement des endogés parce que eux, la perturbation mécanique va pas trop les perturber. Et puis un peu moins d'anéciques parce qu'à chaque fois on casse le réseau des anéciques qui vont devoir reprendre de l'énergie pour refaire ce réseau de galeries. Et dès qu'on réduit le travail du sol, on peut commencer à retrouver des épigés qui vont rester en surface, et on favorise fortement les anéciques parce que du coup on maintient le réseau de galeries, on ne le casse pas, et donc du coup c'est un milieu qui est plus favorable pour les anéciques. Voilà, donc ça dépend un peu du mode d'occupation du sol. Est-il vrai que le labour, autre question, est-il vrai que le labour est néfaste aux vers de terre parce que ça les coupe en morceaux? Forcément, si on coupe un ver de terre en deux, oui, comme je le disais, ça ne fait pas de ver de terre. Au mieux, ça fait un ver de terre si on le coupe après l'organe reproducteur. Et au pire, ça fait 0 si on le coupe entre la tête et l'organe reproducteur. Le ver de terre, il résiste pas. Mais du coup, il y a des outils qui sont beaucoup plus agressifs que le labour. Typiquement, une fraise pour la préparation des pommes de terre qu'on va mettre à 15-20 cm de profondeur, ça va être beaucoup plus néfaste qu'un labour pour les vers de terre, parce que là, pour le coup, les vers de terre ont beaucoup plus de risques d'être coupés en morceaux par une fraise ou une herse rotative qu'un labour. Donc c'est pour ça d'ailleurs que quand on fait de la biblio ou quand on fait nous-mêmes des observations et des dénombrements de vers de terre, finalement on retrouve souvent régulièrement beaucoup d'endogés dans le système régulièrement labouré, parce que le labour, ça retourne le sol, mais il y a assez peu de risques que les vers de terre soient coupés en deux, contrairement aux outils animés type herse rotative ou fraise. Voilà, donc du coup, par rapport à la question, quel est globalement l'effet du labour sur les différents vers de terre, le labour va être très néfaste sur les épigés, puisqu'on va enfouir la surface, on va la mettre en profondeur, et les épigés, ils ont énormément de mal à remonter à la surface du sol, ils n'ingèrent pas de terre, donc très néfaste pour les épigés. Et très néfaste
pour les anéciques parce qu'on casse leur réseau de galeries et très peu néfaste pour les endogés parce qu'on perturbe leur habitat, mais c'est pas grave, ils recréent sans cesse des nouvelles galeries. Et donc là, je me permets, il y a une idée sur l'activité biologique là, sur la mallette qui est disponible, où justement on répond à cette question avec encore un peu plus de détails. Et donc n'hésitez pas, si cette question vous intéresse, à aller voir sur le Geniali dans la partie idées préconçues activité biologique. Le travail du sol profond n'est-il pas favorable au tassement? Oui, en effet, on a montré, nous, dans le projet Sol Défi 1 et Sol Défi 2, sur la gestion de la structure du sol, on a pu montrer que le travail du sol, alors c'est plus le travail du sol intensif, en fait, c'est plus la création de terre fine qui est favorable au tassement. Typiquement, c'est pour ça que les entreprises de TP, pour tasser un sol avant de faire une route, par exemple, ils passent une fraise pour créer beaucoup de terre fine et seulement après, ils passent leur rouleau compresseur pour tasser le sol. Le meilleur moyen de tasser un sol, c'est d'avoir de la terre fine. Donc, globalement, le travail du sol qui peut amener à créer de la terre fine, on va aussi le sensibiliser au tassement. Donc voilà, il peut y avoir cet effet néfaste, mais plutôt lié à la création de terre fine. Et donc Vincent, tu nous confirmes quand même qu'une fissuration en profondeur, ça ne fait pas cet effet-là? Fissuration bien faite, en effet, comment dire, avec un outil type dent droite fine, on crée toujours un peu de terre fine, mais bon, on peut réduire fortement la quantité de terre fine si on le passe en bonnes conditions, sol ni trop sec ni trop humide, et le mieux c'est de le passer dans un couvert végétal en place pour qu'il y ait le tissu racinaire, les exudats racinaires du couvert végétal, un couvert d'interculture, évidemment, pas une culture en place. On ne va pas passer un fissurateur dans une culture qu'on va récolter, mais un couvert végétal où si on fait un peu de destruction, c'est pas dramatique. On passe le fissurateur mécanique et les exudats racinaires vont tout de suite réagglomérer cette terre fine pour justement réduire ce risque de futur tassement et stabiliser la structure du sol. Différence entre décompacteur et fissurateur, oui, justement, c'est un peu lié à la perturbation du sol. Globalement, décompacteur, c'est un outil qu'on va passer en profondeur et qui peut potentiellement fortement remuer les différents horizons. Alors qu'un fissurateur, c'est typiquement une dent droite fine qui va, comme son nom l'indique, fissurer, donc pas mélanger les horizons, conserver la matière organique en surface et avoir un rôle plutôt de créer des fissures dans le sol sans bouleverser les horizons. Alors une question, ne serait-il pas judicieux de distinguer effet direct de passage d'un outil de travail du sol et effet indirect de la fragmentation par les outils de travail du sol? Donc j'imagine la question qui porte sur l'activité des vers de terre. Oui, ce serait tout à fait judicieux. En fait, l'effet direct du passage est du coup plutôt néfaste parce que forcément le ver de terre peut mal se retrouver au niveau de la dent et être coupé en deux. Et donc du coup l'effet va être plutôt néfaste. Par contre, l'effet indirect, c'est que du coup, on va fragmenter une zone tassée. S'il y a une zone tassée, s'il n'y a pas de zone tassée, là, c'est autre chose. On peut travailler le sol pour les questions d'adventice ou autre, mais là, ce sera du coup plutôt néfaste pour les vers de terre. Par contre, en effet, s'il y a une zone tassée, oui, là, ça sera favorable pour l'activité des endogés. Donc oui, ça pourrait être judicieux. Il y a l'effet direct qui sera du coup plutôt toujours néfaste, et par contre, l'effet indirect qui peut être positif par la fragmentation de la zone tassée. Et puis ensuite, distinguer l'effet direct du passage d'un engin qui provoque un tassement et l'effet indirect d'une zone tassée par le passage d'engin. Oui. C'est l'effet du passage lorsque l'engin passe par rapport à une zone tassée qui est déjà établie, en fait, qui peut empêcher des populations de vers de terre de coloniser une partie du volume de sol quand le tassement existe, voilà, ou par rapport à ce que tu as montré sur ta photo, le passage qui écrase, quoi. Ils sont là, ils se font écraser, voilà.
Les deux sont néfastes. Le passage de l'engin qui tasse, il va tasser et en plus, il va écraser les vers de terre. Et le tassement derrière, il est aussi néfaste parce que, néfaste bien sûr pour l'enracinement des cultures, pour l'infiltration de l'eau, et aussi néfaste pour l'accès aux vers de terre dans la zone tassée. Alors, sans avoir de référence précise en parcelles cultivées, un essai qui avait été fait, mais en forêt à Azeraï, par l'INRA, avait montré qu'il y avait des cloisonnements en fait, de la parcelle par le passage des engins, alors là, super lourd forcément, dans des sols qui ont des densités apparentes très faibles. Et ce tassement très fort lié au passage des engins, ça cloisonne en fait des morceaux de parcelle, et la biodiversité présente à un côté de la parcelle n'est pas forcément la même d'un côté et de l'autre. Parce que voilà, ça crée une barrière. On est en milieu, entre guillemets, relativement naturel, en parcelle cultivée. Je ne sais pas si on peut transposer cette idée-là, mais bon, c'est sûr que ce qu'on peut imaginer aussi, c'est plutôt la zone tassée qu'on trouve, alors tassée à densité apparente élevée, qu'on trouve en fond de labour dans une grande partie des parcelles de Picardie ou des Hauts-de-France pour les avoir observées. Ça, c'est bien des barrières au passage des vers de terre et en particulier des anéciques. Ça, Vincent, tu peux peut-être en parler parce que là, pour le coup des observations, vous en avez fait beaucoup, quoi. Alors, autre question, un outil à dents et tamisage pour les pommes de terre est donc plus intéressant pour limiter le tassement et vers de terre qu'un fraisage. Oui, bon, le tamisage, c'est quand même violent pour le sol, mais après, j'ai pas d'études, enfin, je sais pas s'il y a vraiment eu des études sur le tamisage. Après, c'est vrai qu'on va surtout mettre les modes de côté. Alors, on peut penser qu'en mettant les modes de côté, on met peut-être les vers de terre de côté. Je sais pas trop quoi répondre à cette question. Un tamisage est quand même aussi très violent pour le sol, pour le coup. Même si il n'y a pas directement l'effet de la fraise, mais je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de vers de terre derrière un tamisage. Sans compter les effets autres, alors là on parle plus de biologie des sols, mais d'effets sur la battance, les risques de battance qui sont importants, et bon, après, battance, ruissellement et conséquences, quoi. Quelle dynamique de reproduction des vers de terre? Ça dépend énormément des catégories de vers de terre, et des espèces. Il y a plein d'espèces dans chaque catégorie de vers de terre. Je sais que j'avais en tête, mais après, il faudrait refaire un peu. Je pense qu'on peut avoir des infos aussi facilement en faisant un peu des recherches sur de la biblio, mais le ver de terre type Lombricus terrestris, donc l'anécique, et c'est plutôt une fois par an qu'il s'accouple et il fait une dizaine de cocons à peu près sur. Oui, normalement, si je me permets, il y a 8 à 12 cocons, il me semble, j'avais revu ça il n'y a pas longtemps, et c'est un adulte, mais il me semble 4 ans, un ver de anécique, mais 4 ans de devenir adulte. Ce qui veut dire si tous les ans vous retravaillez un coup et que le temps d'avoir des anéciques adultes, il faut déjà en fait les laisser se développer un moment. Voilà, et puis par contre, les épigées se reproduisent beaucoup plus rapidement, mais aussi sont aussi beaucoup plus sensibles aux perturbations du milieu. Alors, vous parlez du carbone, vous parlez beaucoup du carbone et peu de l'azote. Avez-vous des références sur le lessivage des nitrates en fonction de la gestion des matières organiques des sols, sur les captages? Faut-il encourager l'ACS? Alors ça, il y a une idée, parce que justement, une idée préconçue là, qu'on a relevée, qui est sur le Geniali, mais pas encore disponible. Il faut que je la mette en forme, le contenu est disponible, mais voilà. En fait, c'est de se dire que, grosso modo, donc c'est avec le projet Osolemio qui a justement fait des mesures sur des parcelles en ACS et qui montrait que même chez les agriculteurs en ACS, grosso modo, il pouvait y avoir un risque de lixiviation d'azote dans les nappes. Maintenant, en fait, il ne faut pas attribuer ça forcément de manière générale à l'ACS, je pense, parce que finalement, ça va dépendre de toutes les autres pratiques aussi qu'il y a sur l'exploitation.
Il suffit d'une surfertilisation en blé, etc. Ça va pas forcément être lié uniquement aux pratiques ACS, puisque justement, en ACS, on dit qu'on couvre plus les sols. Donc, mis à part, si on a une grosse quantité, une bonne biomasse, un couvert qu'on détruit juste avant l'hiver, et qui du coup peut potentiellement se dégrader assez rapidement et être minéralisé, dans ce cas-là, oui, ça peut présenter un risque. Maintenant, en ACS, l'objectif, c'est quand même de couvrir assez longtemps les sols. On détruit les couverts généralement pas avant le mois de février, en fonction des cultures suivantes, hein, ça dépend bien sûr. Mais donc on peut se dire que justement, on a des destructions à ces dates-là, on devrait avoir moins de lixiviation sur des parcelles conduites en ACS, vu qu'il y a aussi, par exemple, pour des colzas associés, des choses comme ça, des blés associés, on est censé avoir, je pense, moins de lixiviation en dessous. Maintenant, tout dépend des dates de destruction des couverts. C'est d'ailleurs une question qui sera abordée au moins en partie dans le cadre du projet Acosol, Azote et Adventis en agriculture de conservation, que tu conduis, que Vincent conduisait, puis tu prends le relais, Tanguy, et sur lequel on travaille en ce moment. Si vous pouvez en dire deux mots, et qui est vraiment en relation avec le projet C'est bon à savoir, pour lequel on est réunis aujourd'hui. Oui, c'est ça. Vincent, peut-être tu veux dire deux mots sur l'essai l'année dernière. Oui, c'est vrai qu'on avait fait justement un essai avec bougie poreuse, donc qui permet de capter la quantité d'eau à 90 cm, 1 mètre de profondeur, et puis de pouvoir ensuite analyser et identifier la quantité de nitrate dans les eaux. Et donc dans une parcelle conduite en ACS, avec plus ou moins de légumineuses et des dates de destruction aussi différentes. Souvent dans pratique de ACS, on a tendance à forcer un peu plus en légumineuses dans les couverts, et finalement ce que l'on voit, c'est que si on a un couvert riche en légumineuses et qu'il est détruit précocement, c'est-à-dire en entrée d'hiver, là, clairement, en fait, on accentue le risque de lessivage d'azote, de lixiviation d'azote. Et on a eu la chance l'année dernière, enfin, chance entre guillemets, d'avoir beaucoup de pluie en hiver. Et donc, on a vu des choses. Et oui, en détruisant un couvert riche en légumineuses en entrée d'hiver, on augmente le risque de lixiviation. Par contre, dès lors qu'on laissait le couvert non détruit tout l'hiver et qui était détruit seulement en sortie d'hiver, on diminuait fortement les quantités d'azote récupérées dans les bougies poureuses à 1 mètre de profondeur. Donc, il y avait moins d'azote lixivié. Donc, si on a tendance à forcer un peu en légumineuses dans les couverts, ce qui est souvent le cas dans les pratiques ACS, il faut, dans ce cas-là, décaler la destruction et plutôt, si possible, détruire le couvert en sortie d'hiver. Donc ça, on avait mesuré dans le cadre du projet Acosol que l'on mène à Agrotransfert sur la gestion de l'azote et des adventices en agriculture de conservation des sols, où on cherche à mieux comprendre comment évoluent les cycles carbone-azote et aussi la dynamique des adventices dans ces systèmes en ACS. Je ne sais pas s'il reste quelques questions, parce que le temps imparti, on est arrivé au bout. 14h34. Ouais, il y avait une question sur pneus chenilles. Alors, c'est peut-être un peu hors sujet, mais si je peux répondre rapidement, c'est par rapport au tassement profond, c'est prioritairement le poids paresseux et l'humidité du sol qui est déterminante. Qu'on ait un pneu ou une chenille, ça change pas énormément. Par contre, en surface, on avait pu mesurer, on a fait différentes expés sur que ce soit sur des tracteurs ou des machines de récolte, des intégrales d'arrachage de betteraves. Il y avait quand même un petit plus de la chenille sur le tassement de surface. On tasse un peu moins avec les chenilles, mais après, ça dépend beaucoup. Il y a différents types de pneumatiques et il y a aussi différents types de chenilles selon la largeur de la bande de roulement, le nombre de galets, parce qu'il y a des pics de pression au niveau des galets sur une chenille qu'on n'a pas sur un pneu. Donc ça joue aussi. Donc ça dépend beaucoup du type de la tension de la bande de roulement, le nombre de galets, la largeur de la bande, mais il y a un petit effet positif de la chenille.
en surface. Une toute dernière question. Bonjour, pourrait-on revenir sur la partie azote du sujet? En effet, pratiquant depuis des années une gestion dynamique de l'azote, blé, maïs, colza, betterave, il en ressort des observations intéressantes, quasiment validées sur 3 de ces espèces, mais dont l'usage, empirique dans le temps pour un agri, mérite d'être corroboré. Ouais, est-ce que c'est, alors je sais pas trop, la gestion dynamique, est-ce que c'est justement le fait de ne pas gérer sous forme de bilan azoté, mais de pouvoir suivre la nutrition des cultures? Bon, En végétation, ça, c'est je mais pense. en Ouais. betterave, ça se pratique pas. Donc ça, c'est la Donner gestion la dynamique de parole. l'azote pour, oui, c'est ça, les travaux de Marilène Marilène Geoffroy et Geoffroy, Raphaël Proulx. Ouais. Ça, c'est la méthode appienne de l'INRAE, mais c'est valable sur le blé, pas sur betterave, il me semble. Ouais, c'est vrai que moi, Donc c'est vrai que c'est très, voilà, on se base en fait sur la nutrition azotée des cultures pour piloter la fertilisation azotée. Et donc soit par différentes méthodes, hein, soit c'est par la pince and tester avec des abacs à partir de ce que va mesurer la pince and tester, où avec la réflectance, on a une indication de la teneur en azote via la chlorophylle, et derrière des abacs de l'INRAE qui permettent de déterminer des doses d'azote à apporter en fonction de l'état de nutrition azotée du blé. Sinon, on peut aussi, via tout le réseau de satellites qui passent quasiment tous les 2-3 jours au-dessus des parcelles, dès lors qu'il n'y a pas de couverture nuageuse, par le traitement des images satellites, pouvoir déterminer à la fois la quantité de biomasse et la quantité d'azote présente sur la parcelle, et donc en déduire l'indice de nutrition azotée, et aussi du coup piloter la fertilisation azotée en fonction de l'état de nutrition azotée du blé. Donc là, on ne se base pas sur les reliquats azotés qui est présent dans le sol, mais on se base sur la nutrition azotée, parce que dans certains cas, on peut avoir potentiellement un reliquat qui peut être élevé, mais si les racines sont bloquées, par exemple, par un tassement, bah, du coup, l'azote ne sera pas disponible et on pourrait être en carence azotée, par exemple. Mais voilà, donc c'est vrai que des méthodes qui sont intéressantes et que l'on teste aussi là dans le cadre du projet, pour voir aussi, notamment dans le cas des pratiques de l'ACS, comment mieux piloter la fertilisation azotée des cultures dès lors qu'on a beaucoup de résidus qui reviennent au sol, avec des C sur N élevés, notamment les blés de maïs grain, où on voit qu'il y a une adaptation de la fertilisation azotée qui est nécessaire, qui semble être nécessaire, où là, ça peut être justifié de forcer un peu en début de cycle, quand il y a beaucoup de résidus avec des C sur N élevés. Par contre, on a pu montrer que quand on n'a pas forcément beaucoup de résidus ou des résidus avec des C sur N faibles, il n'y a pas nécessité d'adapter la fertilisation azotée sur le blé en ACS quand on n'a pas quand il y a peu de résidus ou des résidus avec des C sur N faibles, par rapport à une situation plus classique en conventionnel. Okay. On va peut-être s'arrêter là-dessus, 14h40. S'il reste des questions, donc comme je le disais juste avant, sur la mallette, donc il y a aussi encore des réponses, enfin, il y a vraiment beaucoup de contenu, vous pouvez aller consulter. Et je pense qu'il y a pour certaines questions, il y a du contenu qui peut être intéressant sur la mallette. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail si vraiment vous ne trouvez pas vos réponses ou si vous voulez discuter de certains éléments. Voilà, donc Annie, je te laisse peut-être conclure sur les perspectives de la mallette. Et puis, oui, je voulais juste compléter ce que tu dis, c'est-à-dire dans la mallette, il y a effectivement des réponses à d'autres questions ou des éléments de réponse aux questions qui ont été posées dans d'autres rubriques que celles qu'on vous a montrées. Donc allez-y, explorez. Alors effectivement, ça peut paraître, on a vu une remarque, il faut cliquer pas mal de choses, mais je vous assure que vous allez découvrir pas à pas un certain nombre d'éléments de réponse avec des explications. Si vous voulez passer vite, vous n'allez pas jusqu'aux fenêtres, à ouvrir toutes les fenêtres, vous passez vite. Et quand vous voulez approfondir, vous pouvez approfondir. Voilà, ça a été conçu comme ça.
Également, Tanguy vous a montré qu'il y avait une rubrique ressources autres qui viennent des ressources qu'il a pointées tout à l'heure. N'hésitez pas à aller découvrir des outils et des supports qui existent par ailleurs, y compris produits par Agrotransfert ou produits par des partenaires ou d'autres structures. Il y a donc la rubrique ressources qui est faite pour ça. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que comme Tanguy l'a souligné, bien pour l'instant, il y a 15 idées reçues qui ont été nourries, alimentées, bien documentées dans la mallette actuellement. Mais cette mallette, elle est appelée à continuer à vivre. Et notamment, on continuera à l'alimenter avec les résultats en direct de notre projet, de notre volet azote du projet Acosol. De ce qui sortira aussi des recherches auxquelles on participe sur le carbone du sol. Et puis, des nouveautés qui peuvent être connues. Par exemple, il y a un groupe de travail dans le RMT bouclage qui s'occupe des bioindicateurs. Ça fait de la matière qui va pouvoir alimenter petit à petit d'autres, soit idées reçues, soit idées à approfondir dans la mallette. C'est un petit centre de ressources un peu portable qu'on va continuer à faire vivre au fil de nos activités. Et n'hésitez pas à interagir, à venir vers nous si vous avez des questions ou peut-être même des références à nous soumettre qui pourraient trouver leur place de façon intéressante puisque cette mallette, elle est ouverte. Voilà. Et je tenais vraiment à remercier, bien sûr, l'équipe. Tanguy a travaillé énormément, Vincent, puis toute l'équipe qui est autour. Et puis, bien sûr, tous nos partenaires, Chambre d'agriculture, APAD et SAI. Et puis, bien sûr, remercier la Fondation Crédit Agricole Brie Picardie qui a financé en grande partie ce travail et le Conseil régional des Hauts-de-France, sans qui, bien sûr, ce travail n'aurait pas pu se dérouler sur les 18 mois pendant lesquels Tanguy a porté ce travail. Et puis, on a essayé d'aider de notre mieux. Voilà. Merci beaucoup à vous toutes et tous pour votre participation et puis vos questions. Et donc, on le répète, le replay sera disponible dès la semaine prochaine. Et la mallette, elle, vous pouvez déjà y aller, même si, on a vu qu'il y avait des petites choses qu'on va corriger très vite qu'on va mettre à jour là tout de suite au fil de l'eau, de toute manière. Ouais. Comme on mettra à jour au fil de l'eau, on fera peut-être, on essaiera de faire une sorte de versionnage un peu informel. Voilà. Merci encore et bonne fin d'après-midi à toutes et tous. Merci à vous, merci à tous. Au revoir. Au revoir.